Au milieu d'un trafic chaotique, une femme enceinte commence à accoucher sur le sol glacé de la ville. Alors que tout semble perdu, une fillette de 7 ans surgit de la foule et prend les choses en main. Elle procède à l'accouchement avec précision, sauve la mère et le bébé, puis retourne vendre des bonbons comme si de rien n'était. Cet enfant, fille d'une médecin décédée, était sur le point de transformer le monde avec un héritage auquel personne ne s'attendait. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Par un matin glacial de décembre, au cœur de Lyon, le chaos éclate lorsqu'une femme enceinte est soudainement prise de contractions en pleine rue Mercière. Le ciel gris de l'hiver rhodanien semble peser sur la scène qui se déroule. Éléonore Beaumont, l'épouse d'un des hommes d'affaires les plus influents de la région, s'effondre sur le pavé gelé, le visage crispé par la douleur. Son mari, François Beaumont, propriétaire des laboratoires Beaumont et figure emblématique de l'industrie pharmaceutique française, se précipite à ses côtés, le visage déformé par l'angoisse. Ses yeux, d'habitude si calculateurs lors des réunions du conseil d'administration, sont maintenant emplis de terreur. Il crie à l'aide, mais la foule des passants matinaux reste figée, impuissante, face à l'urgence de la situation. « Une ambulance! Appelez une ambulance !» hurle François, son téléphone déjà collé à l'oreille. Sa voix habituellement posée et autoritaire se brise sous le poids de la panique. Le souvenir de Claire, sa première épouse, partie trop tôt après un accident tragique, ressurgit comme un fantôme. Il ne peut pas revivre cette douleur, pas encore une fois. L'ambulance, bien qu'appelée immédiatement, est piégée dans les embouteillages du matin. Le quartier historique de Lyon, avec ses rues étroites et pavées, devient soudain un labyrinthe hostile. Éléonore gémit, ses contractions s'intensifient, le temps presse. C'est alors qu'une petite silhouette se fraye un chemin à travers la foule. Une fillette d'à peine 7 ans, vêtue d'un manteau rouge élimé et tenant une boîte en carton remplie de petits gâteaux faits maison qu'elle vendait, s'approche avec détermination. « Calmez-vous, je suis médecin », annonce-t-elle d'une voix claire et assurée. Un murmure d'incrédulité parcourt la foule, suivi de quelques rires nerveux. François lui-même, malgré sa détresse, ne peut s'empêcher de jeter un regard stupéfait à cet enfant, aux grands yeux sérieux et aux cheveux châtains rassemblés en une tresse désordonnée. « Petite, ce n'est pas le moment de jouer », commence un homme dans la foule. Mais la fillette, qui se présente comme Lucie Moreau, s'agenouille déjà auprès d'Éléonore. Ses petites mains, avec une assurance déconcertante, palpent le ventre de la future mère. Son regard, d'une maturité troublante, évalue la situation. « Le bébé arrive », déclare-t-elle simplement. « Il ne faut pas la déplacer maintenant. J'ai besoin de serviettes propres, d'eau chaude si possible, et d'alcool désinfectant. » La foule reste paralysée par l'étonnement, mais quelque chose dans l'attitude de Lucie, dans cette incongruité totale entre son âge et son assurance, pousse les spectateurs à l'action. Un serveur du café voisin apporte des serviettes. Une pharmacienne qui passait par là offre une solution antiseptique de son sac, et plusieurs personnes proposent leurs écharpes et manteaux. Pendant ce temps, Lucie guide Éléonore à travers ses respirations. Inspirez profondément par le nez, expirez lentement par la bouche. Comme ça, oui. Vous vous débrouillez très bien, madame. François observe la scène, partagée entre l'incrédulité et un espoir désespéré. Il s'agenouille à côté de sa femme, lui tenant la main, suivant machinalement les instructions que Lucie donne également pour lui. « Monsieur, vous devez rester calme pour votre épouse. Tenez sa main, mais ne la serrez pas trop fort. Parlez-lui doucement. » La petite fille agit avec une précision presque clinique. Elle vérifie la dilatation, la position du bébé, tout en maintenant un dialogue constant avec Éléonore. Ses gestes sont méthodiques, précis, comme si elle avait fait cela des dizaines de fois. « Où as-tu appris tout ça ?» demande François, incapable de contenir sa curiosité malgré l'urgence de la situation. « C'est ma maman », répond simplement Lucie sans lever les yeux de son travail. « Elle était médecin à l'Hôtel-Dieu. Elle m'a tout appris avant de partir. » Il y a une gravité dans cette simple phrase, une douleur ancienne qui contraste avec la jeunesse de son visage. François n'a pas le temps de s'y attarder, car Éléonore pousse soudain un cri plus fort. « Le bébé arrive !» annonce Lucie. « Madame, à la prochaine contraction, vous allez pousser de toutes vos forces. » La scène est surréaliste. Une enfant dirigeant un accouchement en pleine rue de Lyon, sous le regard médusé des passants, avec l'assurance d'un médecin chevronné. Pourtant, dans ce moment de crise, la présence de Lucie apporte un calme étrange. Ses instructions sont claires.
sa voix ferme malgré son timbre enfantin. En quelques minutes intenses, le miracle se produit. Un cri aigu déchire l'air froid de décembre. Le fils de François et Éléonore Beaumont vient de naître sur le pavé lyonnais, accueilli dans ce monde par les mains expertes d'une enfant de 7 ans. Lucie agit rapidement. Elle dégage les voies respiratoires du nouveau-né, vérifie sa respiration puis l'enveloppe dans la veste que François vient d'enlever. Le petit être, après un moment d'hésitation qui semble durer une éternité, pousse son premier cri. « Félicitations !» dit Lucie en plaçant délicatement le bébé sur la poitrine d'Éléonore. « Vous avez un magnifique petit garçon. » La foule qui s'est considérablement agrandie éclate en applaudissements. Des téléphones portables ont capturé la scène et déjà, les réseaux sociaux s'enflamment avec l'histoire de cette incroyable petite docteure des rues de Lyon. Lorsque l'ambulance arrive enfin, fendant difficilement la foule, les paramédics trouvent une scène qu'ils n'oublieront jamais. Une mère rayonnante tenant son nouveau-né, un père en larmes, et une petite fille qui, avec le plus grand naturel, leur fait un rapport médical précis de l'accouchement qu'elle vient de réaliser. Lucie se relève, essuie ses mains sur son manteau et commence tranquillement à ramasser les petits gâteaux tombés de sa boîte, comme si elle venait simplement d'accomplir une tâche ordinaire. Pour elle, peut-être, sauver des vies n'est qu'une extension naturelle des enseignements de sa mère. Les paramédics, après avoir vérifié l'état d'Éléonore et du bébé, ne peuvent que confirmer. Tout a été fait dans les règles de l'art. Sans l'intervention de Lucie, la situation aurait pu tourner au drame. François, encore sous le choc mais submergé par la gratitude, regarde cette petite fille s'éloigner dans la foule. Quelque chose dans ses yeux, dans sa façon de se tenir, éveille en lui un souvenir lointain et douloureux. Il y a dans le regard de cet enfant une lueur qu'il a déjà vue auparavant. Il en est certain. « Attendez !» crie-t-il, alors qu'Éléonore et le bébé sont installés dans l'ambulance. « Comment t'appelles-tu? Où puis-je te retrouver ?» Lucie se retourne, sa boîte de gâteaux à moitié vide dans les bras. « Je m'appelle Lucie Moreau. Je vends des gâteaux tous les matins ici, pour aider ma grand-mère. » Puis elle disparaît dans la foule, laissant derrière elle une famille transformée à jamais par son intervention et un François Beaumont hanté par l'impression tenace d'avoir déjà croisé ce regard déterminé quelque part dans son passé. À l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, Éléonore et son nouveau-né reçoivent les meilleurs soins. Les médecins confirment ce que François savait déjà. Sans l'intervention rapide et compétente de la mystérieuse petite fille, les conséquences auraient pu être dramatiques. Le petit Théo, comme il décide de l'appeler, est en parfaite santé malgré sa naissance mouvementée. François, assis dans un fauteuil près du lit d'hôpital, contemple sa femme endormie et son fils. Son esprit, cependant, est ailleurs. Cette fillette, Lucie Moreau, quelque chose le trouble profondément. Ce n'est pas seulement la reconnaissance qu'il ressent, mais une sensation tenace, comme si le destin avait orchestré cette rencontre. « Monsieur Beaumont ?» Une infirmière interrompt ses pensées. « Le docteur Lambert souhaiterait vous parler. » Le docteur Antoine Lambert, chef du service de gynécologie obstétrique, est un homme imposant aux cheveux poivre et sel. François le connaît bien pour avoir financé plusieurs équipements de pointe pour son service. « Monsieur Beaumont, votre femme et votre fils sont en excellente santé, ce qui tient du miracle étant donné les circonstances, » commence le médecin. « Mais je dois vous avouer que je suis intrigué par les rapports concernant cette enfant qui a pratiqué l'accouchement. »« Lucie Moreau, » répond François, le nom maintenant gravé dans sa mémoire. « Elle avait à peine 7 ans, docteur, et pourtant, elle a agi avec plus de sang-froid et de compétence que bien des adultes. » Le docteur Lambert hoche la tête, perplexe. « Les paramédics m'ont dit qu'elle leur a fait un compte-rendu médical digne d'un interne. C'est extraordinaire. Je dois la retrouver, » déclare François, se levant brusquement. « Je lui dois tellement plus qu'un simple remerciement. » Le lendemain matin, avant même l'aube, François se trouve rue Mercière, attendant. L'air est encore plus froid que la veille, et les rues sont presque désertes. Seuls quelques commerçants préparent leurs étals pour la journée. À cette heure précise, il la voit. Lucie apparaît au coin de la rue, sa boîte en carton sous le bras, emmitouflée dans le même manteau rouge et limé. Elle semble si petite, si fragile dans la lumière grise du matin, que François a du mal à croire que c'est cette même enfant qui a pris en charge une situation que des adultes trouvaient insurmontable. « Lucie !» appelle-t-il doucement en s'approchant. Elle lève les yeux, nullement surprise de le voir là. « Bonjour monsieur, comment vont votre femme et le bébé ?»« Ils vont bien grâce à toi, » répond François, ému par cette préoccupation sincère. «
Je suis venu te remercier et te poser quelques questions, si tu le permets. » Lucie acquiesce simplement, puis commence à installer ses petits gâteaux sur un coin de trottoir. François remarque la minutie avec laquelle elle arrange sa modeste marchandise. La même précision clinique qu'elle a montrée la veille. « Tu as dit que ta mère était médecin à l'Hôtel-Dieu, commence-t-il. Comment s'appelait-elle ? » « Docteur Camille Moreau, » répond Lucie, son visage s'illuminant à la mention de sa mère. Elle était chirurgienne cardiothoracique. La meilleure, ajoute-t-elle avec une fierté évidente. François sent son cœur s'arrêter. Camille Moreau, ce nom qui l'a hanté pendant des années. La femme qui avait tenté, avec une détermination acharnée, de sauver Claire après l'accident. La femme à qui il avait injustement reproché l'échec de l'opération, dans le brouillard de sa douleur. « Ta mère, » commence-t-il, la voix tremblante. « Elle n'est plus. Elle nous a quittés il y a 2 ans, » répond Lucie, son expression soudain plus grave. Elle avait une maladie, mais elle a lutté très longtemps. Pendant ces derniers mois, elle m'a tout appris. L'anatomie, les premiers secours, même les bases de l'obstétrique. Elle disait que le savoir ne devait jamais être perdu. François observe cet enfant extraordinaire, comprenant maintenant pourquoi son regard lui semblait si familier. Elle a les yeux de sa mère, cette même intensité, cette même passion qui brûle au-delà de la simple intelligence. « Et ton père ?» demande-t-il doucement. « Je ne l'ai jamais connu, » répond Lucie sans amertume. « Maman disait qu'il est parti avant ma naissance. C'est juste grand-mère et moi maintenant. » François sent une vague de culpabilité l'envahir. Camille Moreau, cette femme brillante qu'il avait accusée dans sa douleur, avait élevé seule cet enfant exceptionnel. Et maintenant, cette petite fille vendait des gâteaux dans le froid pour survivre. « Lucie, j'aimerais rencontrer ta grand-mère, » dit François après un moment de réflexion. « Je pense que je pourrais vous aider. » Lucie le regarde avec une maturité désarmante. « Nous n'avons pas besoin de charité, monsieur. Grand-mère dit que nous nous débrouillons très bien. »« Ce n'est pas de la charité, » répond François avec ferveur. « C'est une dette que j'ai envers ta mère et une opportunité pour toi. » Cet après-midi-là, François se retrouve dans un petit appartement du quartier de la Croix-Rousse, autrefois le cœur ouvrier de Lyon. Madame Gisèle Moreau, une femme aux cheveux blancs et au port digne malgré son dos voûté par l'âge, l'accueille avec une méfiance polie. L'appartement est modeste mais impeccablement tenu. Ce qui frappe immédiatement François, ce sont les livres. Des étagères entières de manuels médicaux, certains visiblement usés par des consultations répétées. Sur une petite table, il remarque des cahiers remplis d'une écriture enfantine mais précise, les notes de Lucie. « Ma petite fille m'a dit que vous étiez l'homme qu'elle a aidé hier, » commence Gisèle, allant droit au but. « Elle a aussi mentionné que vous sembliez connaître ma fille. » François acquiesce, cherchant ses mots. Comment expliquer à cette femme que sa fille avait été la cible injuste de sa colère et de son chagrin? Comment lui dire que la dernière fois qu'il avait vu Camille Moreau, il lui avait hurlé des accusations impardonnables dans un couloir d'hôpital? « Madame Moreau, votre fille était une médecin extraordinaire, » commence-t-il. « Elle a essayé de sauver ma première femme après un grave accident, il y a 8 ans. » La reconnaissance s'allume dans les yeux de Gisèle. « Vous êtes François Beaumont, » dit-elle simplement. Camille parlait souvent de ce cas, cela l'a beaucoup affecté. François baisse les yeux, submergé par la honte. « J'ai été injuste envers elle. Dans ma douleur, j'ai dit des choses horribles. Je n'ai jamais eu l'occasion de m'excuser. » Gisèle observe cet homme puissant, maintenant vulnérable dans son petit salon. « Ma fille vous avait pardonné, monsieur Beaumont. Elle comprenait la douleur mieux que quiconque. » Lucie, qui était restée silencieuse jusqu'alors, s'approche avec une photo encadrée. « C'est maman, » dit-elle en tendant le cadre à François. Le visage de Camille Moreau le frappe comme un coup physique. Cette femme brillante, pleine de vie et de détermination, qu'il avait vue pour la dernière fois épuisée après des heures de chirurgie pour tenter de sauver Claire. Il se souvient maintenant de la compassion dans ses yeux, même face à sa colère irrationnelle. « Monsieur Beaumont, pourquoi êtes-vous vraiment ici ?» demande Gisèle, ramenant François au présent. Il prend une profonde inspiration. « Je suis ici parce que votre petite fille a sauvé ma famille hier, et parce que je pense que c'est le destin qui nous a réunis. Lucie a un don extraordinaire, un talent qui ne devrait pas être gaspillé. »« Nous le savons, » répond Gisèle avec fierté. Elle étudie par elle-même depuis que Camille nous a quittés. Bibliothèque, vidéos éducatives, vieux manuels de sa mère, elle absorbe tout comme une éponge. « Et c'est précisément pourquoi je suis ici, » continue François. « J'aimerais créer un programme spécial,
Une formation médicale adaptée pour des enfants exceptionnellement doués comme Lucie. Un programme qui respecterait son enfance tout en nourrissant son talent. Gisèle le regarde avec suspicion. Et pourquoi feriez-vous cela? Parce que j'ai vu ce qui arrive quand on met les conventions au-dessus du talent. Parce que des vies peuvent être sauvées par des esprits exceptionnels, quel que soit leur âge. Il se tourne vers Lucie. Et parce que je crois que c'est ce que ta mère aurait voulu. Lucie, qui a écouté attentivement, prend la parole avec cette gravité qui la caractérise. Grand-mère, je veux devenir médecin comme maman. Si Monsieur Beaumont peut m'aider, ne devrions-nous pas au moins écouter ce qu'il propose? François observe cette dynamique entre la grand-mère protectrice et la petite fille surdouée. Il comprend leur réticence, leur méfiance envers cet homme riche qui arrive soudainement avec des promesses, mais il est déterminé à gagner leur confiance. « Laissez-moi vous montrer ce que j'envisage », dit-il en sortant une tablette de sa sacoche. « J'ai passé la nuit à esquisser ce projet. » Sur l'écran apparaît le plan d'un centre de formation médicale innovant, spécialement conçu pour de jeunes prodiges. Un lieu où l'apprentissage traditionnel coexisterait avec une formation médicale adaptée. Un endroit où Lucie pourrait grandir tout en développant son don exceptionnel. L'Institut Camille Moreau pour jeunes talents médicaux, lit Gisèle, ses yeux s'élargissant sous la surprise. 6 mois se sont écoulés depuis cette rencontre fatidique dans le petit appartement de la Croix-Rousse. Le printemps a cédé la place à un été radieux et Lyon baigne dans une lumière dorée qui semble refléter le nouvel espoir qui anime François Beaumont. Dans un bâtiment historique du 6e arrondissement, autrefois siège d'une ancienne école de médecine, les travaux de rénovation touchent à leur fin. L'Institut Camille Moreau prend forme, plus ambitieuse encore que dans les premiers croquis montrés à Gisèle. François a investi une fortune personnelle dans ce projet, mobilisant les meilleurs architectes, pédagogues et médecins pour créer un lieu unique au monde. Les salles de simulation seront équipées la semaine prochaine, explique-t-il à professeur Martin Rousseau, éminent pédiatre qui l'a convaincu de quitter son poste à Paris pour diriger le programme médical de l'Institut. Et les dortoirs pour les élèves internes sont presque terminés. Le professeur Rousseau, un homme aux allures de grand-père bienveillant, mais dont la réputation scientifique est incontestable, hoche la tête avec approbation. C'est impressionnant, François, mais je reste préoccupé par l'aspect éthique. Former des enfants à la médecine, même des enfants exceptionnellement doués. C'est précisément pourquoi vous êtes là, Martin, répond François, pour garantir que leur bien-être psychologique reste notre priorité absolue. Ces enfants auront des cours normaux le matin, et seulement l'après-midi sera consacré à la formation médicale, et tout sera adapté à leur âge. Dans une autre aile du bâtiment, Lucie visite ce qui sera bientôt sa nouvelle école, accompagnée de sa grand-mère. À bientôt 8 ans, elle semble avoir grandi non seulement en taille, mais aussi en assurance. Ses yeux brillent d'émerveillement devant les salles de classe ultramodernes, les laboratoires équipés à la pointe de la technologie, et surtout, la bibliothèque médicale qui occupe toute une aile. « Regarde, grand-mère !» s'exclame-t-elle, en découvrant un modèle anatomique à taille réelle. C'est exactement comme dans les livres de maman, mais en 3 dimensions. Gisèle observe sa petite fille avec un mélange de fierté et d'appréhension. Ces derniers mois ont été un tourbillon d'émotions et de changements. François Beaumont a tenu toutes ses promesses, allant même au-delà. Non seulement il a créé cet institut, mais il a aussi veillé à ce que Gisèle et Lucie puissent quitter leur modeste appartement pour s'installer dans un logement confortable à proximité, avec un jardin où Lucie peut enfin jouer comme une enfant ordinaire. Pourtant, malgré toute cette générosité, Gisèle ne peut s'empêcher de s'inquiéter. N'est-ce pas trop de pression pour une enfant si jeune? Lucie aura-t-elle encore le temps d'être simplement une petite fille? Comme si elle lisait dans ses pensées, Lucie se tourne vers sa grand-mère avec ce regard trop mûr pour son âge. « Ne t'inquiète pas, grand-mère, je serai toujours ta petite Lucie. Mais ici, je pourrai aussi devenir ce que maman voulait que je sois. » François et le professeur Rousseau les rejoignent dans la bibliothèque. « Alors, Lucie, que penses-tu de ton nouveau royaume ?» demande François avec un sourire chaleureux. « C'est merveilleux, monsieur Beaumont, » répond-elle avec enthousiasme. « Mais je serai toute seule ici. » La question flotte dans l'air, révélant une préoccupation que l'enfant n'avait pas exprimée jusqu'alors. Malgré son intelligence extraordinaire, Lucie reste une petite fille qui craint la solitude. François échange un regard avec le professeur Rousseau avant de répondre. « En fait, Lucie, nous avons commencé à rechercher d'autres enfants comme toi. Des enfants exceptionnellement doués qui pourraient bénéficier de ce programme.
Et nous en avons trouvé, ajoute le professeur Rousseau. Pas beaucoup car des talents comme le tien sont rares, mais suffisamment pour former une petite classe. Le visage de Lucie s'illumine. Vraiment? D'autres enfants qui aiment la médecine? Exactement, confirme François. Ils viendront de toute la France, et même de l'étranger. Tu les rencontreras bientôt. Cette nouvelle semble ravir Lucie, qui recommence à explorer la bibliothèque avec un enthousiasme renouvelé. Gisèle, cependant, prend François à part. « Comment avez-vous trouvé ces enfants ?» demande-t-elle à voix basse. « Nous avons établi un processus de sélection rigoureux, » explique François. « Des tests d'aptitude, des entretiens psychologiques, des évaluations de leur intérêt réel pour la médecine. Nous cherchons des enfants qui, comme Lucie, montrent une vocation précoce et authentique. » Gisèle semble partiellement rassurée, mais une autre préoccupation la tourmente. « Et les autorités? L'éducation nationale? Avez-vous obtenu toutes les autorisations nécessaires ?» Le visage de François se assombrit légèrement. « C'est compliqué. Nous avons le statut d'école expérimentale sous contrat, ce qui nous donne une certaine latitude. Mais je ne vous cacherai pas que ce projet suscite des résistances. Certains considèrent qu'il est inapproprié de former des enfants si jeunes à la médecine, même s'il s'agit uniquement d'une initiation adaptée à leur âge. Et si on vous refuse l'autorisation définitive, insiste Gisèle. Alors je me battrai, répond François avec une détermination farouche. J'utiliserai toute mon influence, mes relations, mes ressources. Ce projet est trop important pour échouer à cause de conventions rigides et dépassées. Le professeur Rousseau, qui a rejoint leur conversation, ajoute d'une voix apaisante « Madame Moreau, je comprends vos inquiétudes. Elles sont légitimes. Mais je peux vous assurer que nous avons conçu ce programme avec le plus grand soin. Ces enfants ne seront pas des médecins miniatures, mais des apprenants éclairés. Nous respecterons leur développement, leur besoin de jouer, de rêver, d'être des enfants. » Quelques semaines plus tard, par une chaude journée d'août, Lucie se tient nerveusement dans le grand hall d'accueil de l'Institut. C'est le jour où elle va rencontrer ses futurs camarades, les autres enfants sélectionnés pour ce programme pionnier. François l'observe de loin, touché par ce rare moment où elle semble vraiment son âge, une petite fille inquiète de faire bonne impression. Habituellement si posée, si sûre d'elle lorsqu'il s'agit de questions médicales, Lucie triture le bord de sa robe d'été, visiblement anxieuse. Les portes s'ouvrent et les premiers enfants entrent accompagnés de leurs parents. Il y a Maxime, un garçon de 9 ans à l'air sérieux, fils d'infirmier de Marseille, qui collectionne les livres sur le corps humain depuis qu'il sait lire. Puis vient Sophie, 8 ans, une petite rousse pétillante de Strasbourg, qui a appris seule à suturer en observant des vidéos chirurgicales. Ensuite Thomas, 10 ans, de Bordeaux, qui a développé un système de classification des symptômes que même des médecins expérimentés ont jugé impressionnant. En tout, 12 enfants extraordinaires, venus d'horizons divers mais partageant tous cette même étincelle, cette fascination précoce pour l'art de guérir. Certains viennent de familles aisées, d'autres de milieux modestes. Certains ont des parents médecins, d'autres ont découvert leur vocation par des chemins détournés. Lucie, d'abord timide, s'anime progressivement en découvrant qu'elle n'est plus seule, qu'il existe d'autres enfants qui comprennent sa passion, qui ne la trouvent pas étrange ou trop sérieuse pour son âge, comme le disaient souvent les autres enfants du quartier. François observe cette scène avec émotion. En quelques mois, son projet fou est devenu réalité. L'Institut ouvrira officiellement ses portes dans 2 semaines, et déjà, il peut voir se former les premières amitiés, les premières connexions entre ces jeunes esprits brillants. Éléonore le rejoint, portant le petit Théo dans ses bras. À 8 mois, le bébé est robuste et joyeux, totalement inconscient du fait que sa naissance dramatique a été le catalyseur de toute cette aventure. « Ils sont incroyables, n'est-ce pas ?» murmure Éléonore en observant les enfants qui commencent à s'animer, à discuter avec enthousiasme, certains déjà lancés dans des débats passionnés sur des sujets médicaux. « Ils vont changer le monde, » répond François, la voix nouée par l'émotion. « Ces enfants vont redéfinir notre façon de penser l'éducation, la médecine, le potentiel humain. » Mais toutes les personnes présentes dans ce hall ne partagent pas cet enthousiasme. Dans un coin, un homme observe la scène avec un regard sceptique. C'est Michel Dupont, inspecteur de l'éducation nationale, envoyé pour évaluer ce projet controversé avant son ouverture officielle. Il s'approche de François, son carnet de notes déjà rempli d'observations et de questions. « Monsieur Beaumont, pourrions-nous discuter en privé ?» François acquiesce, sachant que cet entretien sera déterminant pour l'avenir de l'Institut. Il guide l'inspecteur vers son bureau
laissant Éléonore superviser la rencontre entre les enfants. « Monsieur Beaumont, commence l'inspecteur une fois la porte fermée, je dois vous avouer que je suis venu ici avec de sérieux doutes concernant votre projet. »« Je comprends, » répond François calmement. « Et j'espère que ce que vous avez vu aujourd'hui vous a permis de reconsidérer certains de ces doutes. » L'inspecteur consulte ses notes. « Vos installations sont impressionnantes, je vous l'accorde, mais ma préoccupation n'est pas matérielle, elle est éthique. Ces enfants devraient jouer et explorer librement, vivre une enfance normale, pas étudier l'anatomie et la pathologie. »« Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Dupont, » répond François, « qui définit ce qu'est une enfance normale. Pour ces enfants exceptionnels, explorer la médecine est aussi naturel que pour d'autres de jouer au football ou d'apprendre la musique. Il y a une différence significative entre un violon et un stéthoscope, monsieur Beaumont, rétorque l'inspecteur. La médecine implique des responsabilités, une exposition à la souffrance, à la maladie. Précisément pourquoi notre approche est progressive et adaptée, interrompt François. Nous commençons par l'émerveillement, comprendre le corps humain comme une machine fascinante. La dimension psychologique, éthique, viendra progressivement en respectant leur développement. L'inspecteur semble peu convaincu. Le ministère reste très préoccupé. Vous demandez essentiellement l'autorisation de créer un précédent potentiellement dangereux. François sent la frustration monter en lui, mais il se contient. Trop de choses sont en jeu. Monsieur l'inspecteur, avant de conclure votre rapport, j'aimerais vous proposer quelque chose. Passez une journée entière avec nous lorsque les cours commenceront. Observez ces enfants, parlez-leur. Et ensuite, décidez si nous faisons quelque chose de nuisible ou au contraire si nous libérons un potentiel extraordinaire. L'inspecteur hésite, puis acquiesce lentement. Très bien, je reviendrai pour l'ouverture officielle, mais je vous préviens, monsieur Beaumont, je serai intransigeant sur la question du bien-être de ces enfants. Je n'en attends pas moins, répond François, car c'est également notre priorité absolue. Lorsqu'ils reviennent dans le hall, une scène remarquable se déroule. Les enfants se sont naturellement organisés en petits groupes autour de modèles anatomiques et de livres. Lucie, ayant surmonté sa timidité initiale, explique avec passion le fonctionnement du cœur à plusieurs de ses nouveaux camarades, utilisant des gestes précis et un vocabulaire étonnamment technique pour son âge. L'inspecteur s'arrête, observant cette scène avec un mélange de surprise et d'intérêt nouveau. Pour la première fois, son expression s'adoucit légèrement. « Impressionnant !» murmure-t-il, presque malgré lui. François sourit. « Ce n'est que le début, monsieur l'inspecteur. Ce n'est que le début. » Le jour de l'inauguration officielle de l'Institut Camille Moreau est arrivé, baigné dans la lumière dorée d'un septembre lyonnais. La cour intérieure du bâtiment historique, magnifiquement restaurée, accueille une assemblée hétéroclite. Parents anxieux et fiers, médecins curieux, journalistes sceptiques et bien sûr, l'inspecteur Dupont, carnet à la main et regard scrutateur. François Beaumont, impeccable dans son costume sur mesure, se tient sur l'estrade improvisée. À ses côtés, Éléonore rayonne, tenant le petit Théo qui, à 9 mois, observe la foule avec de grands yeux émerveillés. Le professeur Rousseau attend son tour de parole, ses notes soigneusement préparées pour présenter le programme pédagogique révolutionnaire de l'Institut. Mais c'est Lucie que tous observent avec curiosité. Placée au centre de la première rangée avec les autres enfants sélectionnés, elle porte une simple robe bleue, ses cheveux châtains rassemblés en une tresse soignée, œuvre de sa grand-mère qui, assise juste derrière elle, ne peut cacher sa nervosité. François s'éclaircit la gorge et le silence se fait instantanément. « Mesdames et messieurs, il y a 9 mois, sur une rue pavée de notre belle ville, un miracle s'est produit. » commence-t-il, son regard croisant celui de Lucie. Une enfant de 7 ans a accompli ce que beaucoup d'adultes auraient été incapables de faire. Elle a mis au monde mon fils, sauvant probablement la vie de ma femme par la même occasion. Des murmures parcourent l'assistance. Certains connaissent déjà cette histoire devenue virale sur les réseaux sociaux, d'autres la découvrent avec stupéfaction. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel, poursuit François. Notre société, avec ses règles rigides et ses préjugés sur les capacités des enfants, étouffe parfois des talents exceptionnels. Nous attendons qu'ils atteignent un âge arbitraire pour leur permettre d'apprendre, de contribuer, de réaliser leur potentiel. Il fait une pause, balayant l'assemblée du regard. L'Institut Camille Moreau, que nous inaugurons aujourd'hui, n'est pas simplement une école.
C'est une révolution dans notre façon de concevoir l'éducation. Ici, des enfants doués d'une intelligence et d'une vocation médicale précoce recevront une formation adaptée à leurs capacités extraordinaires, tout en préservant leur droit fondamental à l'enfance. Le professeur Rousseau prend ensuite la parole, expliquant en détail le programme unique de l'Institut. Cours académiques standard le matin, formation médicale adaptée l'après-midi, importance du jeu et des activités créatives, suivi psychologique attentif pour chaque enfant. Pendant son discours, Lucie observe les journalistes qui prennent des notes frénétiquement. Elle remarque leurs expressions allant du scepticisme à la fascination. À 8 ans maintenant, elle est suffisamment perspicace pour comprendre que ce projet suscite la controverse. Après les discours officiels vient le moment que François a spécialement orchestré, une démonstration des capacités des jeunes élèves. Sous la supervision bienveillante du professeur Rousseau, les 12 enfants se dirigent vers différents ateliers installés dans la cour. Maxime explique le fonctionnement du système respiratoire à l'aide d'un modèle interactif qu'il a lui-même amélioré. Sophie démontre sa technique de suture sur un modèle synthétique, ses petites mains travaillant avec une précision étonnante. Thomas présente son système de classification des symptômes à un groupe de médecins visiblement impressionnés. Lucie, quant à elle, se trouve devant un mannequin de simulation représentant une femme enceinte. Avec calme et clarté, elle explique les différentes étapes d'un accouchement normal, puis démontre comment gérer certaines complications d'urgence. Sa voix douce mais assurée, son vocabulaire précis et ses gestes méthodiques captivent l'audience. L'inspecteur Dupont observe attentivement, prenant des notes sans interruption. Son expression, d'abord fermée, s'adoucit progressivement face à l'évidence. Ces enfants ne sont pas contraints ou exploités. Ils s'épanouissent, brillent, partagent une passion authentique. Après la démonstration, un buffet est servi, permettant aux invités d'interagir directement avec les élèves et leurs enseignants. C'est à ce moment qu'une journaliste de la Tribune, connue pour ses articles critiques sur l'éducation alternative, s'approche de Lucie. « Bonjour, jeune fille », commence-t-elle avec un sourire condescendant. « Ne préférerais-tu pas jouer avec des poupées plutôt que d'apprendre à accoucher des bébés ?» Gisèle, qui n'est jamais loin de sa petite fille, s'apprête à intervenir, mais Lucie répond avant qu'elle n'en ait besoin. « Madame, dit-elle poliment mais fermement, certaines filles aiment les poupées, d'autres préfèrent les livres d'anatomie. Je respecte tous les choix, pourquoi ne respecteriez-vous pas le mien ?» La journaliste, prise de court par cette réponse mature, insiste néanmoins. « Mais n'as-tu pas l'impression qu'on te vole ton enfance ?» Lucie réfléchit un instant, puis répond avec une sincérité désarmante. « Ma mère disait que l'enfance n'est pas seulement un âge, mais un état d'émerveillement. Je m'émerveille chaque jour en découvrant comment fonctionne le corps humain. Et l'après-midi, je joue aussi au football avec Maxime et Sophie. » François, qui a assisté à cet échange de loin, ne peut s'empêcher de sourire. Lucie n'a pas besoin de lui pour se défendre. Elle possède déjà cette rare combinaison d'intelligence et de sagesse qui la rend si spéciale. La journée se poursuit avec des visites guidées de l'Institut. Les invités découvrent les salles de classe lumineuses, les laboratoires adaptés aux petites mains, la bibliothèque impressionnante, et surtout, les espaces de jeu et de détente, car François a insisté pour que l'Institut ne ressemble jamais à un hôpital austère. Vers la fin de l'événement, l'inspecteur Dupont demande un entretien privé avec François. Dans le bureau de ce dernier, l'atmosphère est tendue. « Monsieur Beaumont, » commence l'inspecteur, « je dois admettre que ce que j'ai vu aujourd'hui est remarquable. » François attend, sachant qu'un « mais » va suivre. Cependant, poursuit Dupont, je reste préoccupé par certains aspects. Ces enfants sont-ils vraiment préparés à la réalité parfois brutale de la médecine? Et quel sera l'impact à long terme de cette éducation non conventionnelle sur leur développement? François réfléchit soigneusement avant de répondre. Monsieur l'inspecteur, ces questions sont légitimes. C'est pourquoi nous avons intégré un suivi psychologique rigoureux à notre programme. Quant à l'exposition à la réalité médicale, elle sera progressive et toujours adaptée à leur maturité émotionnelle. Il fait une pause, puis ajoute avec passion « Ces enfants ne sont pas ordinaires, monsieur Dupont. Essayer de les contraindre dans un système éducatif standard serait comme demander à un poisson de grimper aux arbres. Nous ne faisons que leur offrir l'eau dont ils ont besoin pour nager. » L'inspecteur reste silencieux un long moment, puis soupire. « Très bien.
Je vais recommander une autorisation provisoire d'1 an avec des évaluations trimestrielles. Si les résultats sont positifs, nous pourrons envisager une autorisation permanente. C'est une victoire, même si elle est partielle. François remercie l'inspecteur, sachant que ces 12 mois seront cruciaux pour prouver la valeur de son projet. Le soir, après le départ des invités, François reste seul dans la cour de l'Institut. Le soleil couchant projette des ombres allongées sur les murs centenaires, créant une atmosphère presque mystique. Il repense au chemin parcouru depuis ce matin glacial de décembre, à la transformation de sa vie, à ce projet fou né d'une rencontre improbable. Monsieur Beaumont? La petite voix le tire de ses réflexions. Lucie se tient devant lui, ses grands yeux sérieux reflétant les dernières lueurs du jour. « Lucie, je pensais que tu étais rentrée avec ta grand-mère. »« Elle m'attend à la porte, » répond la petite fille. « Je voulais juste vous dire quelque chose. » François s'accroupit pour être à son niveau. « Je t'écoute. »« Ma maman serait fière, » dit simplement Lucie. « Pas seulement de moi, mais de vous aussi, pour avoir créé cet endroit. » François sent sa gorge se nouer. Cet enfant, avec sa perspicacité troublante, a touché exactement le point sensible. Dans sa quête pour expier sa culpabilité envers Camille Moreau, dans son désir de créer quelque chose de significatif après tant d'années consacrées uniquement au profit, il cherchait aussi une forme de rédemption. « Merci, Lucie, » murmure-t-il. « Cela signifie beaucoup pour moi. » Elle hoche simplement la tête, puis se tourne pour partir. Mais avant de s'éloigner, elle ajoute « Vous savez, les grandes personnes pensent toujours que nous, les enfants, nous ne comprenons pas les choses importantes, mais parfois nous les voyons même plus clairement. » Sur ces mots, elle court rejoindre sa grand-mère, laissant François méditer cette sagesse inattendue. Les semaines suivantes voient l'Institut prendre véritablement vie. Les cours commencent, suivant le programme soigneusement élaboré par le professeur Rousseau et son équipe. Les matinées sont consacrées aux matières académiques standards, mathématiques, français, histoire, sciences, mais enseignées à un niveau adapté aux capacités exceptionnelles de ces enfants. Les après-midi sont dédiés à la formation médicale, commençant par les bases de l'anatomie et de la physiologie. Les enfants apprennent par l'expérience, à travers des modèles interactifs, des simulations adaptées à leur âge, et même des visites guidées et strictement encadrées dans des hôpitaux partenaires. Lucie s'épanouit dans cet environnement. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sent plus comme une anomalie, une enfant trop étrange ou trop sérieuse. Ici, sa passion pour la médecine est célébrée, nourrie, guidée. Elle développe des amitiés profondes avec ses camarades, particulièrement avec Sophie, dont l'enthousiasme joyeux complète parfaitement sa nature plus réfléchie. François, tout en supervisant le développement de l'Institut, a repris ses fonctions à la tête des laboratoires Beaumont. Mais son approche des affaires a radicalement changé. Il a réorienté une partie significative de la recherche vers la médecine pédiatrique et les maladies rares, domaines souvent négligés car moins rentables. Éléonore, quant à elle, s'est investie personnellement dans l'Institut, créant un programme d'art-thérapie pour les enfants. Ancienne professeure de littérature avant de rencontrer François, elle apporte une dimension humaniste essentielle au projet, rappelant constamment que la médecine n'est pas seulement une science, mais aussi un art de la compassion. Un matin d'octobre, alors que l'automne teinte les arbres du parc adjacent à l'Institut, François reçoit un appel inattendu. C'est le docteur Lambert, chef du service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Édouard Herriot. « François ?» commence-t-il sans préambule. « J'ai une proposition à vous faire. Nous organisons une conférence internationale sur les innovations en obstétrique le mois prochain. J'aimerais que votre institut y participe. » François est surpris. « C'est inattendu. En quoi pensez-vous que nous pourrions contribuer ? » « Je voudrais que Lucie Moreau présente son expérience, » répond le docteur Lambert. « Son intervention lors de l'accouchement de votre femme a été remarquable d'un point de vue médical, et j'ai entendu parler des progrès qu'elle a faits depuis. » François hésite. « Antoine, elle n'a que 8 ans. Une conférence internationale face à des obstétriciens chevronnés ? Précisément pourquoi ce serait puissant, » insiste le médecin. « Nous parlons d'innovation, de repenser nos approches. Quoi de plus innovant que de reconnaître qu'une enfant peut avoir une contribution valable à notre domaine ? » Cette proposition déclenche un débat passionné au sein de l'équipe pédagogique de l'Institut. Le professeur Rousseau s'inquiète de la pression que cela pourrait mettre sur Lucie. La psychologue de l'établissement, Dr Claire Mercier, est partagée, reconnaissant le potentiel bénéfice pour la confiance de Lucie, mais s'interrogeant sur l'exposition publique. Finalement, tous conviennent que la décision doit revenir à Lucie elle-même
et à sa grand-mère. François les convoque dans son bureau et leur présente la situation avec transparence, soulignant à la fois l'opportunité et les défis potentiels. À sa grande surprise, c'est Gisèle qui répond la première. « Si Lucie le souhaite, je pense qu'elle devrait le faire », dit la grand-mère avec une assurance nouvelle. « Ces derniers mois, j'ai vu ma petite fille s'épanouir d'une façon que je n'aurais jamais cru possible. Elle est prête. » Lucie, après un moment de réflexion, acquiesce simplement. « Je veux raconter notre histoire, » dit-elle, « pour que d'autres enfants comme moi sachent qu'ils ne sont pas seuls. » Ainsi commence une nouvelle phase dans l'évolution de l'Institut Camille Moreau et dans la vie de Lucie, une phase qui les propulsera bientôt sous les projecteurs nationaux et internationaux, avec tous les défis et les opportunités que cela implique. L'amphithéâtre de la faculté de médecine de Lyon est comble en ce matin de novembre. La conférence internationale d'obstétrique a attiré des sommités médicales du monde entier, mais l'intervention qui suscite le plus de curiosité n'est pas celle d'un professeur émérite ou d'un chercheur renommé. Tous attendent l'apparition d'une enfant de 8 ans. Dans les coulisses, Lucie ajuste nerveusement le col de sa petite blouse blanche, spécialement confectionnée pour l'occasion. À ses côtés, François et le docteur Lambert passent en revue une dernière fois les points clés de sa présentation. « Souviens-toi, » dit doucement François, « tu n'as rien à prouver. Raconte simplement ton expérience, comme nous l'avons répété. » Lucie hoche la tête, son visage trahissant un mélange d'anxiété et de détermination. Ces dernières semaines, elle a travaillé dur pour préparer cette intervention, avec l'aide du professeur Rousseau qui lui a appris à structurer son discours et d'Éléonore qui l'a entraînée à parler en public. « Et si les médecins me posent des questions trop difficiles ?» murmure-t-elle. « Alors tu diras simplement que tu ne connais pas encore la réponse », répond le docteur Lambert avec bienveillance. La plus grande sagesse en médecine est de reconnaître les limites de son savoir. Le moment arrive. Le docteur Lambert monte sur scène pour présenter Lucie. Son introduction est volontairement sobre, dépourvue de sensationnalisme. Il explique le contexte de l'accouchement d'urgence, l'intervention de Lucie et le projet éducatif qui en a découlé. Mesdames et messieurs, je vous présente Lucie Moreau. Un silence absolu s'installe lorsque Lucie monte sur l'estrade. Elle semble minuscule derrière le grand pupitre, mais lorsqu'elle commence à parler, sa voix est claire et assurée. « Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 8 ans, et il y a presque un an, j'ai aidé à mettre au monde un bébé sur un trottoir glacé. » Elle raconte alors, avec une simplicité désarmante, l'événement qui a changé sa vie. Comment elle vendait des gâteaux ce matin-là pour aider sa grand-mère. Comment elle a reconnu les signes d'un accouchement imminent grâce aux enseignements de sa mère. Comment elle a surmonté sa peur pour agir, guidée par une connaissance qu'une enfant de son âge n'était pas censée posséder. Je savais quoi faire parce que ma mère, le docteur Camille Moreau, m'avait préparé, explique Lucie. Pendant les derniers mois avant son départ, elle m'a transmis tout ce qu'elle pouvait, comme si elle savait que ce savoir me serait un jour nécessaire. L'audience est captivée. Ces médecins aguerris, habitués aux présentations scientifiques rigoureuses, sont touchés par ce témoignage sincère qui leur rappelle la vocation première de leur profession. Être présent au moment où la vie a besoin d'eux. Lucie poursuit en expliquant comment cet événement a conduit à la création de l'institut qui porte le nom de sa mère. Elle décrit leur programme éducatif unique, les défis et les joies d'apprendre la médecine dès l'enfance. « Nous ne prétendons pas être des médecins », précise-t-elle avec une sagesse surprenante. « Nous sommes des apprentis, des explorateurs du corps humain, mais nous croyons que l'âge ne devrait pas être un obstacle à la connaissance. » Elle conclut par une réflexion qui laisse l'amphithéâtre silencieux. Ma mère disait toujours que la médecine n'est pas seulement une science à apprendre, mais une vocation à vivre. Certains d'entre nous entendent cet appel très tôt. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on nous écoute. Les applaudissements qui suivent sont assourdissants. Lucie, d'abord surprise par cette réaction, esquisse un sourire timide. Le docteur Lambert la rejoint sur scène pour la session de questions, prêt à intervenir si nécessaire. Mais Lucie se révèle parfaitement capable de gérer les interrogations des médecins. À une question sur ses connaissances en anatomie, elle répond avec précision. À une autre concernant sa compréhension des risques obstétricaux, elle admet honnêtement les limites de son savoir, tout en démontrant une compréhension remarquable des principes fondamentaux. C'est la dernière question posée par une obstétricienne brésilienne qui marque véritablement les esprits. « Lucie, si tu pouvais dire une chose aux médecins adultes que nous sommes, que serait-ce » La petite fille réfléchit un instant, puis répond. «
je vous dirai de ne jamais oublier de voir vos patients avec des yeux d'enfant. Des yeux qui s'émerveillent devant le miracle du corps humain, qui ne considèrent jamais la guérison comme routinière. Cette réponse déclenche une nouvelle vague d'applaudissements. François, observant depuis les coulisses, sent son cœur se gonfler de fierté et d'émotion. Cet enfant extraordinaire, fille de la femme qu'il avait injustement blâmée, est en train de transformer la perception de ce que les enfants peuvent accomplir. La conférence devient rapidement un tournant décisif pour l'Institut Camille Moreau. Des vidéos de l'intervention de Lucie circulent sur Internet, suscitant à la fois admiration et controverse. Les médias s'emparent de l'histoire, certains saluant cette approche révolutionnaire de l'éducation médicale, d'autres s'inquiétant d'une adultification précoce des enfants. Une semaine après la conférence, François est convoqué au rectorat de Lyon. L'inspecteur Dupont l'attend, accompagné du recteur lui-même et d'une représentante du ministère de l'Éducation. L'atmosphère est tendue. « Monsieur Beaumont, commence le recteur, l'exposition médiatique récente de votre institut soulève des préoccupations importantes. » François reste calme. Il s'attendait à cette réaction après le buzz médiatique généré par la conférence. « Quelles sont ces préoccupations exactement ?» demande-t-il posément. « Exposer une enfant de 8 ans à une telle pression publique, répond la représentante ministérielle. La présenter comme une sorte de prodige médical. Les implications psychologiques sont potentiellement graves. » François ouvre sa serviette et en sort un dossier. Voici le suivi psychologique hebdomadaire de Lucie et de tous nos élèves, réalisé par le docteur Mercier, spécialiste reconnu en psychologie de l'enfance. Comme vous pourrez le constater, non seulement nos élèves ne montrent aucun signe de détresse, mais ils présentent des niveaux de bien-être et d'épanouissement supérieurs à la moyenne des enfants de leur âge. L'inspecteur Dupont, qui a observé l'échange en silence, intervient enfin. J'ai effectué 3 visites surprises à l'Institut depuis son ouverture. Je dois admettre que ce que j'y ai vu est remarquable. Ces enfants apprennent la médecine, oui, mais ils jouent aussi, rient, font des erreurs. Ils restent des enfants, malgré leur intelligence extraordinaire. Le recteur semble ébranlé par ce témoignage inattendu. Néanmoins, Monsieur Beaumont, les médias commencent à présenter votre institut comme un modèle alternatif d'éducation. Cela pourrait créer des précédents problématiques. Ou cela pourrait nous inciter à repenser fondamentalement notre approche de l'éducation des enfants exceptionnellement doués, rétorque François. N'est-ce pas précisément le rôle de l'innovation pédagogique? La réunion se poursuit pendant plus de 2 heures, oscillant entre objections administratives et considérations éthiques. Finalement, un compromis est trouvé. L'Institut pourra poursuivre son expérimentation, mais sous une supervision accrue, et avec l'obligation de participer à une étude longitudinale sur le développement psychosocial de ses élèves. En quittant le rectorat, François est rejoint par l'inspecteur Dupont qui l'accompagne jusqu'à sa voiture. « Vous savez, Monsieur Beaumont, dit l'inspecteur avec un demi-sourire, j'étais déterminé à fermer votre établissement quand j'ai commencé à l'évaluer. Et maintenant ?» demande François. « Maintenant, je pense que vous êtes peut-être en train de créer quelque chose d'important, admet Dupont. Mais ne vous y trompez pas, je resterai vigilant. Ces enfants méritent notre protection la plus attentive. Sur ce point, nous sommes parfaitement d'accord, répond François. Pendant ce temps, à l'Institut, une nouvelle dynamique s'est installée. L'intervention de Lucie à la conférence a galvanisé ses camarades, créant une émulation positive. Chacun veut maintenant contribuer à sa manière au développement du programme. Sophie, avec son intérêt pour la chirurgie, a lancé un club de techniques de suture où les élèves s'exercent sur des modèles synthétiques de plus en plus complexes. Maxime a développé un projet d'application numérique pour enseigner l'anatomie aux enfants de leur âge. Thomas travaille avec le professeur Rousseau sur une méthode simplifiée de diagnostic, destinée aux régions isolées sans accès facile aux médecins. Lucie, quant à elle, s'est découvert une passion particulière pour l'obstétrique et la néonatologie. Après son expérience avec Éléonore et le petit Théo, elle est fascinée par les soins aux nouveau-nés. Le docteur Lambert, impressionné par sa maturité, l'autorise à observer occasionnellement dans la pouponnière de l'hôpital, toujours accompagné d'Éléonore ou du professeur Rousseau. Un après-midi de décembre, alors que le premier anniversaire de la naissance dramatique de Théo approche, François organise une petite cérémonie à l'Institut. Il s'agit d'inaugurer une nouvelle aile dédiée à la recherche pédiatrique, financée par les laboratoires Beaumont. Toute la famille de l'Institut est réunie, les 12 élèves pionniers, leurs parents, les enseignants.
et même l'inspecteur Dupont, désormais présence régulière et de moins en moins hostile. Gisèle, qui s'est progressivement impliquée dans la vie de l'établissement, aide à servir le goûter aux enfants. François observe cette scène avec émotion. En un an, son monde a été complètement transformé. D'industriel froid et calculateur, uniquement préoccupé par la croissance de son entreprise, il est devenu le champion d'une cause qui le passionne véritablement. Ses laboratoires eux-mêmes ont évolué, réorientant une part significative de leurs recherches vers des traitements pédiatriques pour maladies rares, domaine souvent négligé car moins rentable. Éléonore s'approche, portant Théo qui commence tout juste à faire ses premiers pas. Le petit garçon tend instinctivement les bras vers Lucie dès qu'il l'aperçoit, comme s'il ressentait un lien spécial avec celle qu'il a accueillie dans ce monde. Il a un sens inné pour reconnaître les personnes exceptionnelles, murmure Éléonore en souriant. La cérémonie commence, simple et chaleureuse. François dévoile une plaque portant le nom de la nouvelle aile, Pavillon Camille Moreau, pour que chaque enfant ait une chance de guérir. Lucie, debout aux côtés de sa grand-mère, ne peut retenir ses larmes en voyant le nom de sa mère ainsi honoré. Gisèle serre sa petite fille contre elle, partageant cette émotion profonde. François s'apprête à prononcer quelques mots lorsque son téléphone vibre. Il s'excuse, vérifie rapidement le message et son visage s'illumine. Il se tourne vers l'assemblée avec un sourire radieux. « Je viens de recevoir une nouvelle extraordinaire », annonce-t-il. Le ministère de la Santé vient d'approuver notre programme pilote d'extension. Dès la rentrée prochaine, 5 nouveaux instituts inspirés d'une autre ouvriront leurs portes dans différentes régions de France. Des applaudissements enthousiastes éclatent. Ce qui avait commencé comme un projet controversé, presque utopique, devient maintenant un modèle national. Ce n'est que le début, poursuit François, son regard croisant celui de Lucie. Nous avons prouvé qu'une approche différente de l'éducation et de la médecine est possible. Que les enfants exceptionnels méritent des opportunités exceptionnelles. Et surtout, que l'âge n'est pas une mesure du potentiel humain. Alors que la cérémonie se poursuit, personne ne remarque immédiatement le petit attroupement qui se forme à l'entrée de l'institut. Un accident de la route vient de se produire juste devant le bâtiment. Une collision entre un vélo et une voiture. Le cycliste, un jeune homme, gît sur le trottoir, visiblement en détresse. C'est Maxime qui donne l'alerte, ayant aperçu la scène par la fenêtre. En quelques secondes, une mobilisation spontanée s'organise. Le professeur Rousseau se précipite dehors, suivi par plusieurs enfants, dont Lucie. Sans hésitation, les jeunes élèves mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Tandis que le professeur évalue les blessures principales, Lucie vérifie les signes vitaux, Thomas immobilise prudemment la tête du blessé et Sophie prépare déjà un garrot improvisé pour une plaie saignante à la jambe. Des passants filment la scène, stupéfaits de voir ces enfants agir avec tant de compétence et de sang-froid. L'ambulance arrive rapidement et les paramédics sont impressionnés par les premiers soins déjà prodigués. « Vous êtes médecin ?» demande l'un d'eux au professeur Rousseau, tout en observant les enfants qui s'écartent méthodiquement pour laisser place aux professionnels. « Nous sommes encore en formation. » Cette intervention impromptue, filmée et bientôt virale sur les réseaux sociaux, deviendra l'image emblématique de l'Institut Camille Moreau, des enfants extraordinaires, utilisant leurs dons pour aider concrètement, démontrant par l'action la validité de ce projet éducatif révolutionnaire. Le printemps s'installe sur Lyon, apportant avec lui une explosion de couleurs dans le jardin de l'Institut Camille Moreau. « Lui, oui », répond Lucie avec un sourire. 18 mois se sont écoulés depuis l'inauguration, et ce qui était autrefois un projet controversé est désormais célébré comme une innovation pédagogique majeure. L'Institut a même reçu une délégation de l'UNESCO venue étudier son modèle éducatif unique. François Beaumont, assis dans son bureau aux larges baies vitrées donnant sur la cour de récréation, observe les enfants qui profitent de leur pause matinale. Lucie, maintenant âgée de 9 ans, organise un jeu collectif où les participants doivent mimer différentes pathologies que les autres doivent diagnostiquer. C'est à la fois ludique et éducatif, reflétant parfaitement la philosophie de l'Institut. On frappe à la porte et Éléonore entre, accompagnée d'une femme élégante que François reconnaît immédiatement. Catherine Leroux, ministre de la Santé, venue pour une visite officielle. « Madame la ministre », l'accueille François en se levant. « Bienvenue à l'Institut Camille Moreau. »« Monsieur Beaumont », répond la ministre avec un sourire chaleureux, « je tenais à voir de mes propres yeux cette institution dont tout le monde parle. Vos résultats préliminaires sont remarquables. »
Elle fait référence à l'étude indépendante commandée par le gouvernement qui a suivi la première promotion de l'Institut pendant 1 an. Les conclusions préliminaires sont sans équivoque. Non seulement les jeunes élèves excellent dans leur formation médicale adaptée, mais ils surpassent également les attentes dans les matières académiques standards, démontrant un équilibre psychologique et émotionnel supérieur à la moyenne des enfants de leur âge. Nous sommes particulièrement fiers de l'aspect humain de notre enseignement, explique François, tandis qu'il commence une visite des locaux. Nos élèves n'apprennent pas seulement des techniques médicales, ils développent une véritable éthique du soin. Ils s'arrêtent devant une salle où Sophie dirige un atelier de suture pour des élèves plus jeunes, car l'Institut a désormais accueilli une 2e promotion de 10 enfants, âgés de 7 à 10 ans. Avec patience et précision, elle guide leurs petites mains sur des modèles synthétiques, corrigeant gentiment leurs erreurs. « Impressionnant », murmure la ministre. « Et tous ces enfants maintiennent une scolarité normale par ailleurs ?»« Absolument », confirme Éléonore. « Nos élèves suivent le programme national le matin, simplement accéléré pour s'adapter à leurs capacités. L'après-midi est consacré à la formation médicale, et nous insistons sur les activités artistiques et sportives en fin de journée. Leur visite les conduit ensuite au laboratoire de recherche junior, où Lucie et 3 autres élèves travaillent sur un projet fascinant, un outil diagnostique simplifié pour les régions isolées, inspiré par l'idée originale de Thomas mais considérablement développée. « Bonjour Madame la Ministre », salue poliment Lucie en les voyant en entrée. « Voulez-vous que nous vous expliquions notre projet ?» Catherine Leroux acquiesce, surprise par l'assurance tranquille de cet enfant. Avec clarté et précision, Lucie présente leur travail. Un système de cartes diagnostiques codées par couleur, accompagné d'une application mobile, permettant à des personnes sans formation médicale avancée d'identifier rapidement des symptômes préoccupants nécessitant une consultation urgente. Nous l'avons conçu en pensant aux villages reculés, explique Lucie, comme ceux des Alpes ou des Pyrénées, où le médecin le plus proche peut être à des heures de route. Ou comme dans certains pays en développement, ajoute Maxime, qui a rejoint le projet récemment. Nous travaillons à le rendre utilisable même sans smartphone, juste avec le guide papier. La ministre est visiblement impressionnée. Elle pose des questions pertinentes auxquelles les enfants répondent avec une précision technique qui surprendrait même des professionnels. « Comment avez-vous eu cette idée ?» demande-t-elle finalement. Lucie échange un regard avec ses camarades avant de répondre. « C'est venu après avoir entendu parler d'un village dans les Cévennes où une dame âgée est restée plusieurs jours avec une appendicite non diagnostiquée parce qu'elle pensait que c'était juste une indigestion. Notre outil aurait pu l'aider à reconnaître les signes d'alerte. Ce qui est remarquable, intervient le professeur Rousseau qui les a rejoints, c'est leur compréhension intuitive de l'accessibilité. Ces enfants ne conçoivent pas des solutions pour des médecins, mais pour des personnes ordinaires. La visite se poursuit et la ministre découvre chaque facette de cet établissement hors norme. Elle observe une session de formation aux premiers secours adaptée aux enfants, assiste à un cours d'éthique médicale où des dilemmes sont présentés sous forme de contes et s'attarde dans la salle de bien-être où une psychologue spécialisée veille à l'équilibre émotionnel des élèves. Au déjeuner servi dans le réfectoire avec tous les enfants, Catherine Leroux s'assoit délibérément à côté de Lucie. Leur conversation, d'abord formelle, devient rapidement plus personnelle. « Ta mère était médecin, n'est-ce pas ?» demande doucement la ministre. « Oui, chirurgienne cardiothoracique », répond Lucie avec une fierté évidente. « Elle opérait au CHU de Lyon. Elle serait très fière de toi. » Lucie sourit avec une sagesse qui surprend toujours chez une enfant si jeune. Je crois qu'elle serait surtout fière de voir tant d'enfants comme moi avoir une chance de développer leurs dons. Cette remarque dénuée de toute prétention touche profondément la ministre. À la fin de sa visite, elle prend François à part. « Monsieur Beaumont, ce que vous avez créé ici est véritablement révolutionnaire. J'ai l'intention de proposer un programme national inspiré de votre modèle pour identifier et soutenir les enfants exceptionnellement doués dans divers domaines, pas seulement la médecine. » François est stupéfait. C'est au-delà de nos espérances. « J'ai également une proposition plus immédiate, poursuit la ministre. Dans 3 semaines, la France accueille un sommet international sur l'innovation en santé. J'aimerais que votre institut y présente ses travaux, particulièrement ce projet de diagnostic simplifié. Il pourrait avoir un impact considérable dans les régions défavorisées. C'est une opportunité extraordinaire, mais François hésite. Qui présenteriez-vous ce projet ? Idéalement, les créateurs eux-mêmes, répond la ministre. Je sais qu'ils sont jeunes, mais après ce que j'ai vu aujourd'hui,
Je suis convaincu qu'ils sont parfaitement capables. » Cette proposition déclenche un intense débat au sein de l'équipe pédagogique de l'Institut. Certains, comme le professeur Rousseau, s'inquiètent de l'exposition médiatique que cela implique. D'autres, comme Dr Mercier, la psychologue, voient une opportunité d'apprentissage précieuse. « Ces enfants sont exceptionnels », argumente-t-elle lors d'une réunion tendue. Mais ils restent des enfants. Un sommet international, avec des caméras, des journalistes, la pression de représenter la France. « Justement », rétorque Éléonore, « si nous croyons vraiment en leur capacité à transformer la médecine, ne devrions-nous pas leur donner les moyens de partager leurs idées au plus haut niveau ?» Finalement, la décision est prise de consulter les enfants eux-mêmes et leurs parents. À la surprise générale, c'est Gisèle Moreau, toujours protectrice envers sa petite-fille, qui défend le plus ardemment leur participation. « Ma fille Camille croyait que le savoir devait être partagé », déclare-t-elle avec émotion. « Ces enfants ont créé quelque chose de précieux. Le monde devrait le voir. » Ainsi, un mois plus tard, Lucie, Maxime, Sophie et Thomas se retrouvent dans les coulisses du Palais des Congrès de Paris, attendant leur tour de présenter devant un parterre de ministres, experts internationaux et représentants d'organisations humanitaires. Leur projet, désormais baptisé Mediscan, a été affiné et testé avec l'aide de médecins des laboratoires Beaumont. François, en coulisses avec eux, est plus nerveux que les enfants eux-mêmes. « Vous vous souvenez de tout? La démonstration? Les points clés ?» « Monsieur Beaumont, » l'interrompt Lucie avec un sourire apaisant, « nous avons répété 23 fois. Tout ira bien. » Et en effet, tout se passe admirablement. Les 4 enfants, vêtus simplement mais élégamment, captent immédiatement l'attention de l'audience par leur seule présence. Leur présentation, parfaitement chorégraphiée, alterne explications techniques et démonstrations pratiques. Ils répondent aux questions avec une clarté qui force le respect, admettant honnêtement les limites de leur système tout en défendant sa valeur potentielle. Mediscan n'est pas conçu pour remplacer les médecins, explique Lucie lors de la conclusion. C'est un pont entre les premiers symptômes et les soins professionnels, particulièrement dans les endroits où ces soins sont difficiles d'accès. L'ovation qui suit est sans précédent dans l'histoire du sommet. Plus impressionnante encore, à la session de networking qui suit, les enfants sont entourés de représentants d'ONG internationales, tous désireux d'adapter Mediscan pour leur programme de santé dans des régions isolées d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Un médecin de Médecins sans frontières s'approche de Lucie. « Votre système pourrait sauver des vies dans les camps de réfugiés où nous travaillons », lui dit-il avec émotion. « Seriez-vous prêt à collaborer avec nous pour l'adapter ?» Lucie regarde François, qui hoche la tête avec un sourire encourageant. « Nous serions honorés », répond-elle simplement. Cette journée marque un tournant décisif pour l'Institut Camille Moreau. Dans les semaines qui suivent, des partenariats se forment avec diverses organisations humanitaires. Le projet Mediscan évolue rapidement, bénéficiant de l'expertise de médecins de terrain et du soutien financier des laboratoires Beaumont. Pour Lucie et ses camarades, c'est une période d'intense apprentissage. Ils découvrent les réalités médicales de régions qu'ils n'ont jamais visitées, adaptant leurs outils pour répondre à des besoins spécifiques, maladies tropicales, contexte de ressources extrêmement limitées, barrières linguistiques multiples. Un soir, alors que Lucie travaille tard à l'Institut sur une adaptation du guide pour les régions sahéliennes, François la trouve endormie sur ses notes, épuisée par son enthousiasme. Il la couvre doucement d'une couverture, contemplant avec émerveillement cet enfant extraordinaire qui, à 9 ans à peine, contribue déjà à transformer des vies à l'autre bout du monde. Gisèle arrive peu après pour chercher sa petite fille. « Elle s'est encore endormie en travaillant ?» demande-t-elle, mi-amusée, mi-inquiète. « Elle est infatigable quand il s'agit de ce projet », répond François, tout comme sa mère l'était avec ses patients, j'imagine. Gisèle acquiesce, son regard s'adoucissant au souvenir de sa fille. Camille disait toujours que la médecine n'est pas un métier, mais une mission. Lucie l'a compris instinctivement. Alors qu'il réveilla doucement Lucie pour la ramener chez elle, François réalise à quel point sa propre vision a changé. L'homme d'affaires impitoyable qu'il était autrefois, obsédé par les profits et la croissance, aurait-il pu imaginer trouver un tel accomplissement dans un projet éducatif? Aurait-il pu prévoir que sa rédemption viendrait par la fille de la femme qu'il avait injustement blâmée? Le destin avait tissé une toile complexe, transformant une tragédie personnelle en opportunité de guérison collective. Et au centre de cette toile se tenait Lucie, cet enfant aux yeux trop vieux pour son âge, portant le savoir de sa mère comme un flambeau dans la nuit. « Monsieur Beaumont ?»
murmure Lucie, encore ensommeillée. J'ai eu une idée pour améliorer l'application. Si nous ajoutons une fonction d'enregistrement vocal pour les régions à fort taux d'analphabétisme, demain, Lucie, répond doucement François, les bonnes idées seront encore là après une bonne nuit de sommeil. Cette nuit-là, alors que Lyon s'endort sous un ciel étoilé, l'Institut Camille Moreau abrite les rêves de 12 enfants extraordinaires et de tous ceux qui ont cru en eux. Des rêves qui, bientôt, traverseront les frontières et les océans, portés par l'innocence et le génie combiné d'esprits qui refusent de croire que l'âge est un obstacle à l'innovation. Et dans un petit appartement confortable près de l'Institut, Lucie s'endort en serrant contre elle une vieille photo de sa mère en blouse blanche. Dans son sommeil, elle sourit, comme si elle partageait un secret avec cette femme brillante qui lui a transmis bien plus que des connaissances, une vocation, une mission, un héritage d'humanité et d'excellence qui transcende le temps et l'absence. 2 années se sont écoulées depuis le sommet international sur l'innovation en santé. L'automne apparaît Lyon de couleurs flamboyantes, et l'Institut Camille Moreau s'est transformé en un phénomène mondial. Ce qui avait commencé comme un projet controversé est désormais cité comme un modèle révolutionnaire d'éducation pour enfants exceptionnellement doués. Lucie, qui vient de fêter ses 11 ans, n'est plus seulement l'élève prodige de l'Institut, elle en est devenue l'ambassadrice. Son visage sérieux et ses explications d'une clarté remarquable sont connus bien au-delà des frontières françaises. Le projet Mediscan, né de l'imagination de 4 enfants, est maintenant déployé dans 23 pays, ayant déjà contribué à sauver des centaines de vies, en permettant des diagnostics précoces dans des régions isolées. Ce matin-là, François contemple avec fierté la cour de l'Institut, désormais remplie de plus de 60 élèves répartis en 5 promotions. L'expérience pilote s'est transformée en une institution pérenne, avec des antennes qui ont ouvert leurs portes à Marseille, Bordeaux et même Genève. Des délégations du monde entier viennent étudier ce modèle unique, où des enfants doués d'une vocation médicale précoce peuvent développer leur potentiel tout en préservant leur enfance. Son téléphone vibre, interrompant sa contemplation. C'est un message d'Éléonore. Allume la télévision, chaîne info maintenant. Intrigué, François allume l'écran mural de son bureau. Le visage de la ministre de la Santé, Catherine Leroux, apparaît lors d'une conférence de presse solennelle. Face à cette situation sanitaire exceptionnelle, le gouvernement français lance aujourd'hui une mobilisation sans précédent. Le virus H7N9, qui s'est déclaré dans plusieurs régions isolées d'Asie du Sud-Est, présente des caractéristiques particulièrement préoccupantes, notamment sa propagation rapide chez les enfants et les jeunes adultes. François écoute, le cœur serré. Cette nouvelle souche grippale apparue il y a quelques semaines semblait initialement contenue, mais les derniers rapports indiquent une mutation inquiétante et une propagation accélérée. Nous avons besoin de solutions innovantes pour informer et protéger les populations vulnérables, particulièrement dans les régions difficiles d'accès. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui le lancement d'une task force spéciale, incluant nos meilleurs experts, mais aussi les jeunes innovateurs de l'Institut Camille Moreau, dont le système Mediscan a déjà prouvé son efficacité dans des contextes similaires. François n'en croit pas ses oreilles. La ministre vient de propulser l'Institut et ses jeunes élèves au cœur d'une crise sanitaire internationale. 1 heure plus tard, une réunion d'urgence est organisée dans la grande salle de conférence de l'Institut. Autour de la table sont rassemblés François, Éléonore, le professeur Rousseau, plusieurs médecins des laboratoires Beaumont et les 4 créateurs originaux de Mediscan, Lucie, Maxime, Sophie et Thomas, désormais considérés comme des interlocuteurs légitimes malgré leur jeune âge. Le docteur Juliette Mercier, représentante du ministère de la Santé et épidémiologiste renommée, expose la situation avec une franchise clinique. Le H7N9 présente des défis uniques, explique-t-elle, projetant des graphiques alarmants sur le mur. Contrairement aux souches grippales habituelles, il cible principalement les jeunes organismes, avec un taux de complications pulmonaires particulièrement élevé. Plus inquiétant encore, ces symptômes initiaux ressemblent à ceux d'un simple rhume, ce qui retarde souvent la consultation médicale jusqu'à un stade avancé. Et c'est là que Mediscan pourrait intervenir, comprend immédiatement Lucie, pour aider à l'identification précoce des cas suspects. Exactement, confirme le docteur Mercier. Votre système est déjà déployé dans plusieurs régions touchées. Si nous pouvions l'adapter rapidement pour inclure les marqueurs spécifiques du H7N9, nous pourrions potentiellement sauver des milliers de vies.
Nous aurions besoin d'ajouter un module d'alerte spécifique, réfléchit Thomas à voix haute, et de simplifier encore le processus d'identification pour qu'il soit accessible même aux communautés les plus isolées. Le défi principal sera la rapidité, ajoute Maxime. Chaque jour compte dans la propagation d'un virus respiratoire. François observe ses enfants avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Leur capacité à analyser des situations complexes et à proposer des solutions pragmatiques ne cesse de le surprendre. Mais n'est-ce pas une responsabilité écrasante à placer sur de si jeunes épaules? Je dois vous poser une question fondamentale, intervient-il. Êtes-vous sûr de vouloir vous impliquer dans cette crise? Personne ne vous blâmerait de laisser cette tâche aux adultes. Les 4 enfants échangent un regard, puis Lucie répond avec cette gravité qui la caractérise. « Monsieur Beaumont, si nos compétences peuvent aider, n'avons-nous pas le devoir de les utiliser? Ma mère disait toujours que le savoir médical n'appartient pas à celui qui le possède, mais à ceux qui en ont besoin. » Cette réponse, d'une maturité désarmante, clôt le débat. Dans les heures qui suivent, une organisation de crise se met en place. Les laboratoires Beaumont mettent à disposition leurs ressources technologiques et scientifiques. Le ministère fournit les données épidémiologiques en temps réel. Et au cœur de ce dispositif, 4 enfants extraordinaires travaillent sans relâche pour adapter leur création aux besoins urgents de la situation. Gisèle observe sa petite fille avec un mélange de fierté et d'appréhension. Lucie a perdu sa mère trop tôt. Et voilà qu'elle se retrouve à combattre un ennemi invisible qui menace particulièrement les enfants comme elle. Mais il y a dans sa concentration, dans sa détermination tranquille, quelque chose qui rappelle irrésistiblement Camille Moreau. 3 jours d'un travail intensif plus tard, une version spéciale de Mediscan est prête. Baptisée Mediscan Alert, elle intègre un algorithme simplifié permettant d'identifier rapidement les symptômes spécifiques du H7N9, même dans leurs manifestations les plus subtiles. L'application mobile associée fonctionne désormais hors ligne et dans 15 langues différentes, incluant plusieurs dialectes régionaux d'Asie du Sud-Est. Le ministère organise une visioconférence avec l'Organisation mondiale de la santé pour présenter cette solution. À la stupéfaction des experts internationaux, ce sont les 4 enfants qui dirigent la présentation, expliquant avec une précision scientifique impeccable le fonctionnement de leur système. Ce qui distingue notre approche, explique Lucie, c'est qu'elle ne nécessite aucune formation médicale préalable. Nous avons conçu une interface intuitive basée sur des observations visuelles simples et des questions adaptées au contexte culturel local. La démonstration est convaincante. En moins de 24 heures, l'OMS approuve le déploiement d'urgence de Mediscan Alert dans les zones à risque. Une logistique internationale se met en place pour distribuer des milliers de guides imprimés et installer l'application sur des tablettes solaires spécialement acheminées vers les villages les plus reculés. Mais François, malgré sa fierté évidente, ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour ses enfants qui travaillent maintenant presque jour et nuit, animés par un sens du devoir qui semble transcender leur âge. Ils ont besoin de se reposer, confie-t-il à Éléonore, alors qu'ils observent Lucie et ses camarades en train de former par visioconférence des volontaires vietnamiens à l'utilisation du système. Il reste des enfants malgré tout. Des enfants extraordinaires, répond doucement Éléonore, qui comprennent intuitivement quelque chose que beaucoup d'adultes oublient, que nos talents nous créent des responsabilités. 2 semaines plus tard, les premiers résultats du déploiement de Mediscan Alert commencent à arriver. Dans plusieurs provinces isolées du Laos et du Vietnam, le système a permis d'identifier précocement des dizaines de cas, conduisant à des traitements rapides et à des mesures de quarantaine ciblées qui ont significativement ralenti la propagation du virus. La ministre de la Santé organise une visioconférence avec l'équipe de l'Institut pour les féliciter personnellement. Son visage, marqué par la fatigue de la gestion de crise, s'illumine en voyant les 4 enfants. « Ce que vous avez accompli est exceptionnel », leur dit-elle avec émotion. « Les premières données suggèrent que votre système a déjà sauvé des centaines de vies, peut-être des milliers. » Lucie, habituellement si posée, ne peut retenir ses larmes. « Est-ce que les enfants sont moins touchés maintenant ?» demande-t-elle d'une voix tremblante. « Oui », confirme la ministre. « Grâce à l'identification précoce, nous observons une réduction significative des cas sévères, particulièrement chez les moins de 12 ans. » Cette nouvelle semble affecter Lucie plus profondément que tous les honneurs reçus jusqu'alors. François comprend alors que, malgré sa maturité exceptionnelle, elle reste une enfant qui s'identifie naturellement à ses pairs
qui ressent leur souffrance comme la sienne. Le lendemain, une surprise attend les jeunes innovateurs. Dans la cour de l'Institut, un écran géant a été installé pour une visioconférence spéciale. Lorsqu'ils s'y rassemblent, intrigués, l'écran s'illumine pour révéler les visages souriants d'enfants d'un village reculé du Vietnam, tous portant des t-shirts aux couleurs de Mediscan. Leur porte-parole, une petite fille d'environ 10 ans, nommée Mai, s'adresse directement à eux dans un français soigneusement appris pour l'occasion. « Merci d'avoir protégé notre village. Vous êtes nos héros. » Ce moment simple mais profondément émouvant touche toute l'assemblée. Pour la première fois, les élèves de l'Institut voient de l'impact concret de leur travail, non pas à travers des statistiques ou des rapports, mais dans les sourires d'enfants comme eux à des milliers de kilomètres de distance. François observe Lucie, dont le visage s'est illuminé d'une joie pure, presque enfantine. Dans ce moment de connexion authentique, il voit l'enfant qu'elle est encore, malgré son intelligence extraordinaire et ses responsabilités précoces. Cette expérience transforme profondément l'Institut et ses élèves. Ce qui était au départ un programme éducatif expérimental est devenu une véritable force d'innovation médicale mondiale. Les médias internationaux s'intéressent à ce phénomène unique. Des enfants surdoués, qui loin d'être des curiosités exhibées pour leur précocité, utilisent activement leurs dons pour sauver des vies. Un soir, alors que la crise du H7N9 commence enfin à s'atténuer grâce aux efforts combinés des autorités sanitaires mondiales, François trouve Lucie seule dans la bibliothèque de l'Institut, feuilletant un vieux manuel de médecine ayant appartenu à sa mère. « Tu devrais rentrer te reposer, » lui dit-il doucement. « Tu as accompli des choses incroyables ces dernières semaines. » Lucie lève vers lui son regard profond, où brille une nouvelle détermination. « Monsieur Beaumont, j'ai beaucoup réfléchi. Cette crise m'a fait comprendre quelque chose d'important. »« Quoi donc ?» demande François, s'asseyant à côté d'elle. « Que ce n'est pas suffisant de créer des outils pour aider à distance. Je veux être là-bas, sur le terrain. Je veux devenir médecin humanitaire, comme ma mère voulait l'être avant de... » Elle s'interrompt, cherchant ses mots. « Avant de nous quitter », complète doucement François. « Oui, » murmure Lucie. « Grand-mère m'a raconté que c'était son rêve, avant de s'installer à Lyon pour fonder une famille. Et maintenant, c'est devenu le mien aussi. » François contemple cet enfant extraordinaire, réalisant qu'il assiste à un moment charnière de sa vie, la cristallisation d'une vocation qui guidera probablement tout son avenir. « Alors nous ferons tout pour t'y aider, » promet-il. « L'Institut évoluera avec vous tous, pour vous préparer non seulement à la médecine, mais à l'utiliser là où elle est le plus nécessaire. » Ce soir-là, en rentrant chez lui où l'attendent Éléonore et le petit Théo, maintenant âgé de presque 4 ans, François repense au chemin parcouru. Ce qui avait commencé comme une tentative de rédemption personnelle, une façon d'expier sa culpabilité envers Camille Moreau, s'est transformé en quelque chose de bien plus grand que lui. L'Institut n'est plus seulement un établissement éducatif innovant. Il est devenu un incubateur de jeunes humanistes, de futurs médecins qui voient leur savoir non comme un privilège, mais comme une responsabilité envers les autres. Et au cœur de cette transformation se trouve Lucie, cet enfant qui a sauvé son fils sur un trottoir glacé de Lyon et qui, maintenant, aide à sauver d'autres enfants à travers le monde. Le destin avait tissé une toile complexe, transformant une tragédie personnelle en une chaîne de guérison qui s'étendait désormais bien au-delà des frontières et des océans. Et François comprend, avec une clarté soudaine, que ce n'est encore que le début de l'histoire. 5 années se sont écoulées depuis la crise du H7N9. Le printemps baigne Genève dans une lumière cristalline, illuminant le bâtiment majestueux de l'Organisation mondiale de la santé. Dans la grande salle de conférence, une assemblée prestigieuse attend avec impatience l'intervention principale de ce symposium international sur l'innovation médicale. Au premier rang, François Beaumont, désormais âgé de 52 ans, des fils argentés parsemant ses tempes, observe avec une fierté paternelle la jeune femme qui s'apprête à monter sur l'estrade. À ses côtés, Éléonore lui serre la main, partageant son émotion. Leur fils Théo, maintenant un garçon vif de 9 ans, attend impatiemment le début de la présentation, ses yeux fixés sur celle qu'il considère comme sa grande sœur de cœur. Lucie Moreau a 16 ans aujourd'hui. Elle n'est plus la petite fille qui vendait des gâteaux dans les rues de Lyon, mais une jeune femme d'une présence remarquable. Grande et élancée, ses cheveux châtains toujours rassemblés en une tresse simple, elle porte un tailleur sobre qui souligne la transition entre l'enfant prodige qu'elle était et la professionnelle qu'elle devient. « Mesdames et messieurs », annonce le directeur général de l'OMS,
J'ai l'immense honneur de vous présenter Lucie Moreau, fondatrice du réseau mondial MediKids et la plus jeune consultante jamais nommée auprès de notre organisation. Les applaudissements résonnent dans la salle, tandis que Lucie prend place au pupitre. Son visage, qui a gardé cette gravité qui la caractérisait enfant, s'illumine d'un sourire chaleureux. « Merci pour cet accueil », commence-t-elle, sa voix posée portant sans effort jusqu'au fond de la salle. « Il y a 8 ans, sur un trottoir glacé de Lyon, j'ai mis au monde un bébé. J'avais 7 ans, et je ne savais pas alors que ce moment allait transformer non seulement ma vie, mais aussi notre façon de penser l'éducation médicale et l'innovation en santé mondiale. » Le silence est total. Même ceux qui connaissent son histoire sont captivés par la façon dont elle la raconte, avec cette combinaison unique d'humilité et d'assurance. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous l'évolution de ce qui a commencé comme un simple projet éducatif et qui est devenu un mouvement mondial. Sur l'écran géant derrière elle apparaissent des images saisissantes, des groupes d'enfants en blouse blanche dans des laboratoires adaptés à leur taille. À Lyon, à Dakar, à Mumbai, à Rio, des jeunes adolescents formant des volontaires locaux dans des villages reculés. Des équipes mixtes d'enfants et de professionnels déployant des cliniques mobiles dans des zones difficiles d'accès. Le réseau MediKids compte aujourd'hui 23 instituts dans 17 pays, poursuit Lucie. Plus de 400 enfants exceptionnellement doués y reçoivent une formation médicale adaptée, tout en contribuant activement à l'innovation en santé publique. Nos projets ont déjà touché plus de 3 millions de personnes dans les régions les plus vulnérables du monde. Elle détaille ensuite les 3 piliers du modèle MediKids. Éducation adaptée aux enfants surdoués, innovation centrée sur l'accessibilité et déploiement sur le terrain en collaboration avec des organisations humanitaires établies. Ce qui rend notre approche unique, explique-t-elle, c'est que nous ne considérons pas ces enfants comme des curiosités ou des génies isolés, mais comme des innovateurs naturels, dont la perspective fraîche et non conventionnelle peut résoudre des problèmes que les adultes, conditionnés par des années de formation traditionnelle, peinent parfois à aborder différemment. Dans l'assistance, on distingue plusieurs visages familiers. Sophie, Maxime et Thomas, les compagnons de la première heure de Lucie, désormais étudiants en médecine à seulement 16 et 17 ans, grâce à un programme d'accélération académique spécialement créé pour les diplômés de l'Institut. Gisèle Moreau, maintenant une dame âgée mais toujours alerte, son visage empreint d'une fierté indicible pour sa petite fille. Le professeur Rousseau, dont les cheveux ont entièrement blanchi, mais dont les yeux brillent toujours du même enthousiasme pour ce projet révolutionnaire qu'il a contribué à façonner. Lucie poursuit sa présentation, détaillant les innovations majeures développées par le réseau MediKids ces dernières années. Un système de purification d'eau ultra compact conçu par des enfants de l'Institut de Dakar, un programme de réhabilitation post-traumatique adapté aux enfants, créé par l'équipe de Mumbai. Et bien sûr, l'évolution continue de Mediscan, désormais utilisé dans plus de 40 pays comme outil de diagnostic préliminaire dans les zones à ressources limitées. Mais notre plus grande réussite, affirme Lucie avec passion, n'est pas technologique. Elle réside dans la transformation des perceptions. Nous avons prouvé qu'un enfant de 7 ans peut sauver une vie, qu'un groupe d'adolescents peut développer des solutions médicales innovantes, adoptées à l'échelle mondiale, que l'âge n'est pas une mesure valable du potentiel humain. Elle marque une pause, balayant l'assemblée du regard. J'ai 16 ans aujourd'hui. Dans la plupart des pays, je ne suis pas encore considéré comme une adulte à part entière. Je ne peux pas voter, conduire une voiture dans certains endroits, ou même ouvrir un compte bancaire sans supervision. Pourtant, les outils que mes camarades et moi avons créés ont contribué à sauver des milliers de vies. Son regard s'arrête sur François, et un sourire complice passe entre eux. Tout cela a commencé grâce à un homme qui a osé remettre en question nos présupposés sur les capacités des enfants. François Beaumont a transformé une rencontre fortuite en une révolution éducative mondiale. Il a compris que limiter le potentiel d'un enfant, en fonction de son âge, n'est pas de la protection, c'est du gaspillage. La dernière partie de sa présentation est consacrée à l'avenir. Lucie dévoile le projet le plus ambitieux du réseau MediKids à ce jour. La création d'une université médicale internationale spécialement conçue pour les jeunes prodiges, avec un cursus accéléré mais holistique, intégrant pratiques humanitaires sur le terrain et recherche innovante dès les premières années. Notre vision, conclut-elle,
est un monde où le talent et la vocation ne sont jamais limités par l'âge, où chaque enfant exceptionnel a l'opportunité de développer ses dons au service de l'humanité. Car nos dons ne sont pas les nôtres, ils appartiennent au monde. L'ovation qui suit est sans précédent dans l'histoire de cette salle de conférence. Ministres, experts internationaux, directeurs d'ONG, tous se lèvent pour saluer non seulement le discours, mais le parcours extraordinaire de cette jeune femme et du mouvement qu'elle incarne. Lors de la réception qui suit, Lucie est entourée de dignitaires et d'experts désireux d'explorer des collaborations potentielles. Elle les accueille avec une grâce naturelle, discutant de projets complexes, avec l'aisance d'une professionnelle aguerrie, tout en gardant cette fraîcheur de perspective qui fait la force du réseau Medikids. François l'observe de loin, se remémorant le chemin parcouru. Comment une tragédie personnelle, la perte de sa première femme, son ressentiment injuste envers Camille Moreau, s'est transformé en une chaîne d'événements qui a changé des milliers de vies. Comment une petite fille, vendant des gâteaux dans le froid, est devenue une pionnière reconnue mondialement. Gisèle le rejoint, s'appuyant légèrement sur sa canne. « Elle lui ressemble tellement », murmure-t-elle. Pas seulement physiquement, mais dans cette façon qu'elle a de voir au-delà des conventions, de croire que la médecine peut être différente. « Camille serait immensément fière », répond François. « Elle a transmis bien plus que des connaissances à Lucie, elle lui a donné une vision. »« Et vous lui avez donné les moyens de la réaliser ?» ajoute Gisèle avec gratitude. « Quand je pense à cette petite fille timide qui vendait des gâteaux pour nous aider à joindre les deux bouts, leur conversation est interrompue par l'arrivée de Sophie, Maxime et Thomas, désormais de jeunes adultes, mais toujours animés de cette passion qui les avait unis enfants. « Nous venons d'apprendre une nouvelle incroyable », annonce Sophie, rayonnante. Le programme Mediscan a été sélectionné pour le prix de l'innovation en santé publique des Nations Unies. C'est une reconnaissance majeure, réservée habituellement aux innovations développées par des institutions établies de longue date. Jamais un projet initié par des enfants n'avait été considéré pour cette distinction prestigieuse. Lucie les rejoint, ayant réussi à s'extraire momentanément des conversations diplomatiques. Son visage s'illumine en voyant ses amis de toujours et sa grand-mère réunis. « J'ai une annonce à vous faire », dit-elle avec une excitation contenue. « Je viens de recevoir la confirmation officielle. Notre projet d'université médicale pour jeunes prodiges a obtenu son financement complet. Le campus principal sera construit à Lyon avec des antennes à Dakar et Mumbai. Cette nouvelle déclenche une explosion de joie dans leur petit groupe. C'est l'aboutissement de plusieurs années de planification, de négociations et de plaidoyer acharnés. Et devinez qui en sera la première doyenne ? Ajoute Lucie avec un sourire malicieux. Tous les regards se tournent vers le professeur Rousseau qui rougit de surprise et d'émotion. « Moi ? Mais je suis presque à l'âge de la retraite, » balbutie-t-il. « Justement, » répond Lucie avec fermeté, « si nous luttons contre les préjugés liés à la jeunesse, nous devons également rejeter ceux liés à l'âge avancé. Votre expérience et votre vision sont exactement ce dont cette université a besoin pour ses débuts. » François observe cette scène avec un sentiment profond d'accomplissement. Le cercle est bouclé. Ce qui avait commencé comme une tentative de réparer une injustice personnelle s'est transformé en un mouvement mondial qui transcende les générations, les frontières et les conventions. Plus tard dans la soirée, alors que la réception touche à sa fin, François trouve Lucie seule sur la terrasse, contemplant les lumières de Genève et le lac Léman baigné par le clair de lune. « À quoi penses-tu » lui demande-t-il doucement. « À ma mère » répond-elle simplement. « Je me demande si elle avait imaginé tout cela quand elle m'enseignait l'anatomie sur ses vieux manuels de médecine. »« Je pense qu'elle voyait ton potentiel extraordinaire, » dit François. « Mais même elle n'aurait pu prédire l'impact que tu aurais sur le monde. » Lucie se tourne vers lui, son visage reflétant une gratitude profonde. « Rien de tout cela n'aurait été possible sans vous, François. Vous avez cru en moi quand j'étais juste une petite fille sur un trottoir. Et toi, tu as sauvé mon fils et ma femme. » répond-il avec émotion. « Puis tu m'as montré comment transformer une entreprise pharmaceutique centrée sur le profit en un acteur du changement global. Je crois que c'est moi qui te dois une dette éternelle. » Ils restent un moment silencieux, contemplant le chemin parcouru et celui qui s'ouvre devant eux. Bientôt, Lucie commencera ses propres études de médecine, probablement à un rythme accéléré comme tout ce qu'elle entreprend. Elle continuera à diriger le réseau Medikids, désormais une organisation internationale respectée. Et dans quelques années, une nouvelle génération d'enfants exceptionnels entrera dans cette université unique,
conçus pour libérer leur potentiel au service de l'humanité. Tu sais, dit finalement François, quand j'ai créé l'Institut Camille Moreau, je cherchais une forme de rédemption personnelle. Je ne pouvais pas imaginer qu'il deviendrait le catalyseur d'une transformation mondiale. Lucie sourit, cette sagesse ancienne toujours présente dans son regard. C'est souvent ainsi que les grandes choses commencent, par une rencontre fortuite, un geste de compassion, un acte de foi. Le reste appartient au destin. Alors qu'ils retournent vers la salle de réception, où les attendent leurs proches et un avenir plein de promesses, François réalise que l'héritage le plus précieux de cette aventure n'est pas dans les institutions créées ou les vies sauvées, aussi importantes soient-elles. Il réside dans cette vérité simple que Lucie a rappelée au monde, que nos dons les plus précieux ne nous appartiennent pas. Ils sont destinés à être partagés, transmis, multipliés pour le bien de tous. Et tandis que la nuit enveloppe Genève de son manteau étoilé, quelque part dans un village reculé d'Afrique ou d'Asie, un enfant aux capacités extraordinaires s'endort peut-être avec un livre de médecine sous son oreiller, rêvant d'un monde où son don sera reconnu et cultivé, où son âge ne sera jamais un obstacle à sa vocation de guérir et de servir. Grâce à Lucie Moreau et à tous ceux qui ont cru en elle, ce rêve est désormais à portée de main.